Bonjour à toutes et à tous, courageuses et courageux, qui commencent la journée avec nous. Merci d'être là, merci aux panélistes d'être avec nous. Nous allons, avec Denis Stocking, qui est au bout là-bas, animer ce débat. Denis est le président du think tank pour la solidarité, et ce qui est important aussi, c'est qu'il est l'auteur d'une étude sur Afrique et économie sociale et solidaire. Je n'ose pas dire depuis combien d'années on se connaît, mais ce serait vrai. Alors, nous allons débuter ce débat qui est évidemment d'une actualité cruciale. On commencera par, et après on la présentera plus, Chantaline Carpentier, ensuite Guy Chamy interviendra, ensuite Sifa Fiyog, ensuite Antonella Noya, puis Alain Coher, mais ils diront leur qualité et titre au fur et à mesure qu'on leur passera tout à l'heure la parole pour ouvrir cette discussion. Nous sommes à un moment important, et ça a été maintes fois répété au cours de ces journées, notamment parce que la résolution adoptée le 28 avril par l'ONU nous a donné une clé pour de nouvelles voies d'action concrètes, et donc il faut se saisir de cette clé, je dirais, pour l'économie sociale et solidaire, mais aussi par l'économie sociale et solidaire, par les villes et les territoires, par les États et bien entendu par l'ONU, par les agences de l'ONU, par les organisations internationales, et il va en être très rapidement question. Donc, c'est un grand pas que vous êtes en train de faire, que nous sommes en train de faire tous ensemble. Alors je vais demander à Chantaline Carpentier de se présenter et en même temps je vais lui poser 2 ou 3 questions si elle me le permet, parce que, et on pourrait se poser les mêmes questions pour la résolution adoptée par l'OCDE évidemment, ou celle du BIT. Quelle dynamique maintenant? Autour de quoi? C'est-à-dire, je disais, c'est une clé. Mais une clé pourquoi? Je prends 2 ou 3 exemples. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, il y aura des fonds dédiés à l'économie sociale et solidaire au niveau international plus importants que maintenant? Je pense à la Banque mondiale, je pense au FMI, je pense aux autres institutions. C'est évidemment une question. Deuxièmement, et vous êtes bien placé pour en parler, Chantaline, en tant que présidente de la Task Force, quel nouveau type d'accompagnement entre les agences de l'ONU et co-accompagnement et l'économie sociale et solidaire? Merci beaucoup Thierry, bonjour et bon samedi à tous et à toutes. Comme le dit Thierry, je suis la présidente de la Task Force de l'ONU sur l'économie sociale et solidaire depuis le début de l'année, et je suis dans les grands souliers de Vic Van Veren de BIT, qui a été président avant moi. Cette task force a été créée il y a 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on travaille à l'ONU pour augmenter, ce groupe de cette task force à augmenter la visibilité au sein des institutions onusiennes de l'économie sociale et solidaire, pour l'intégrer dans nos programmes. Maintenant, c'est fait. On a notre résolution à l'Assemblée générale, et donc, comme le dit Thierry, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les prochaines étapes? Bien, pour nous, à l'ONU, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne, une résolution, les États membres se mettent ensemble et nous disent en fait quoi faire. Et c'est important de retourner au mandat qu'on nous a donné. Le mandat est à baser sur le travail de la Task Force et d'aider les pays membres qui le voudront à mettre en œuvre des cadres politiques pour avancer et favoriser l'économie sociale et solidaire. Ça prendra des fonds. Cette résolution dit que ça doit être fait avec les moyens que nous avons déjà. Alors, pour nos amis qui font du financement, on va vous approcher. Mais par contre, on nous demande aussi, reliant à la deuxième question, Thierry, que tu m'as demandé, sur le financement et les fonds. Alors, le deuxième mandat va aux institutions multilatérales de financement et aux banques de développement pour qu'elles développent des fonds propices et dédiés à l'économie sociale et solidaire. Mais ça veut dire que la Task Force va devoir aider, parce que cette connaissance n'est pas nécessairement au sein de ces institutions. Et on a déjà approché les organismes qui travaillent
pour le financement de l'économie sociale et solidaire, pour voir comment on se met tous ensemble pour développer cette capacité et la transmettre en collaboration avec nos collègues des banques de développement et multilatérales. Pour, effectivement, l'objectif ultime serait d'avoir des fonds dédiés spécifiquement à l'économie sociale et solidaire. Par contre, le mandat de la résolution aussi porte sur, encourageant les États membres à faire plusieurs choses. Une, c'est de promouvoir et mettre en œuvre les stratégies et les cadres pour l'économie sociale et solidaire, développer des statistiques pour mesurer l'ampleur de l'impact de l'économie sociale et solidaire en termes d'emploi, en termes de PIB, mais aussi l'impact social et environnemental. Parce que jusqu'à maintenant, on ne mesure, avec l'économie et le produit national brut, on ne mesure qu'une dimension des 3 dimensions de l'économie, de développement durable. L'économie, c'est tout. Alors qu'il faut mesurer aussi le social et l'environnemental. Ensuite, on a aussi un mandat d'inclure l'économie sociale et solidaire dans les curriculums. Alors, la task force devra se pencher à travailler avec tous les acteurs dans le secteur de l'éducation et de la recherche pour aussi porter à échelle ce travail. Et enfin, l'entrepreneuriat. Alors, il va falloir aider à supporter l'entrepreneuriat de l'économie sociale et solidaire. Et c'est là où est-ce que la CNUSED, où je travaille, parce que mon chapeau, mon deuxième chapeau, c'est que je suis la chef du programme de l'ONU sur le commerce et le développement, la branche qui travaille, donc le secteur qui travaille sur le commerce, environnement, changement climatique et développement durable. Et donc, nous, à la CNUSED, nous nous pencherons sur comment avancer l'entrepreneuriat pour le développement de l'économie sociale et solidaire en fonction d'avancer les ODD. Est-ce que tu veux que je continue ou tu veux me poser d'autres questions? Un petit peu. Oui? OK. Comme on a un intervenant qui n'est pas Alors, encore là, comment on y arrive? Comme on n'a pas de fonds. Alors, ce que j'ai fait en tant que Québécoise, bien sûr, j'ai approché mes collègues du Québec et du Montréal pour voir s'ils ne seraient peut-être pas intéressés à recevoir la task force cet automne, parce que vous saurez que le Québec, on va célébrer en octobre le 10e anniversaire de la loi sur l'économie sociale et solidaire. Et je crois qu'on aura une réponse positive, mais on se croise les doigts. Et j'ai des collègues dans la salle, donc allez lui parler après. On a aussi approché la Caisse populaire solidaire, que beaucoup de gens connaissent ici, qui sont des chevronnés dans le financement de l'économie sociale et solidaire, pour voir s'ils ne pourraient pas nous aider à supporter une task force spécifiquement sur le financement de l'économie sociale et solidaire. Et j'invite tous les autres qui sont dans l'éducation, dans la recherche, à nous approcher, la task force, nous envoyer un courriel et qui seraient intéressés. Et donc, cette idée, ce serait que vous nous envoyez vos intérêts, on se réunit à Montréal, Inch'Allah, et on développe notre plan de travail de mise en œuvre, parce qu'on est passé la visibilité. Maintenant, c'est le travail du terrain. Amener les acteurs et leur donner les outils pour pouvoir faire cette promotion, supporter les acteurs du terrain au niveau local, au niveau régional, au niveau international, et leur donner les outils pour que tous ensemble, on puisse accélérer la mise en œuvre. Deuxièmement, et finalement, la résolution demande au secrétaire général de l'ONU, via la task force, d'écrire un rapport du secrétaire général pour septembre 2024 de tous les résultats que nous, ensemble, et l'OCDE est ici, le G7 fait partie de la task force, et beaucoup d'autres d'entre vous, et d'écrire un rapport, et nous travaillons bien sûr, le vice-présidence de la task force, c'est le BIT, et Guy vous en parlera plus tard, et d'écrire un rapport du secrétaire général des avancées que nous avons faites, et où sont les blocages pour qu'on puisse avancer encore plus l'économie sociale et solidaire, et les pays membres se mettront ensemble pour dire, bien voilà, la task force ou les groupes devront nous aider à avancer. Et ça demande aussi un support politique. Et hier, j'ai eu une réunion très productive avec les ministres Ndaye du Sénégal et Dogo de la Côte d'Ivoire. Elles se sont compromises, toutes les deux, à faire partie d'un groupe d'États amis
de l'économie sociale et solidaire pour être notre contrepartie de la task force, pour nous aider à avancer l'économie sociale et solidaire. J'arrête ici. Merci, Chantaline. On a bien compris, la task force est une sorte de forge, d'atelier pour construire des outils en communauté avec l'économie sociale et solidaire. Et on peut retenir les mots d'engagement, d'accompagnement et aussi de mesure, donc d'efficacité. Donc, l'ami Denis. Ah, tu n'as pas de micro? Merci. Je voudrais maintenant, bonjour à toutes et toutes, je voudrais maintenant présenter Guy Chamy, qui est le responsable du BIT, le BIT qui a pris, comme vous le savez, une déclaration importante le même jour que l'OCDE. Les planètes étaient alignées ce jour-là, si je ne m'abuse, le 10 juin 2022. Et ce 10 juin 2022, une déclaration du BIT qui a mis en évidence une définition de l'économie sociale et qui est la base maintenant internationale sur laquelle nous nous basons tous et toutes. Et donc ça, c'est un grand pas en avant qui a été fait. Donc on peut féliciter le BIT pour ce travail formidable fait lors de l'Assemblée générale de l'année passée. Et donc, où est-ce qu'on en est maintenant? Où est-ce que vous allez? Quel est l'avenir? Comment peut-on partir d'un développement, en particulier dans le cadre du thème du JCF 2023, qui est du passage de l'économie informelle à l'économie sociale et solidaire, qui est un des enjeux sur lesquels l'Organisation internationale du travail s'est penchée et continue à se pencher maintenant. Je vous passe le micro. Ah, vous en avez un. Voilà. Bonjour. Je vais expliquer aussi le mandat du BIT. Peut-être pour clarifier, on va parler souvent de OIT et BIT. Donc l'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail. Bien là. On entend mieux au micro. Bien. Voilà. Comprendre que je suis trop gros, que je ne fais pas d'exercice, donc il faut que je me lève. Il n'y a pas de souci. Donc j'expliquais juste voilà, que parfois on parle d'OIT et BIT, donc juste pour clarifier, l'OIT donc c'est l'Organisation internationale du travail et le BIT c'est le Bureau international du travail, donc qui est le secrétariat de l'OIT. Donc on est une structure tripartite et donc on entend par là que nos mandants sont les gouvernements et les partenaires sociaux. Donc quand il a dit qu'il faut féliciter le BIT, il faut féliciter aussi vous, car voilà, c'est ces mandants-là en fait qui sont arrivés à cette réussite-là. Et donc le mandat de l'OIT vise à promouvoir la justice sociale. Et l'un des moyens qui est utilisé par l'OIT, donc, c'est la promotion du travail décent. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, c'est un travail productif qui génère des revenus équitables, des droits et de la protection sociale et qui soutient une croissance durable. Donc très tôt, en fait, l'OIT a compris que ce mandat pourrait être réalisé grâce à l'ESS. Et j'utilise souvent un exemple très concret pour dire ça. L'OIT a été créée en 1919 et l'unité à laquelle j'appartiens, donc des coopératives, a été mise en place en 1920. Donc ça montre déjà un engagement assez ancien. Et d'ailleurs, le premier directeur général provenait de l'ACI, d'où son amour, on va dire, pour les coopératives. Donc comme ça a été dit, le point culminant de l'engouement pour l'ESS est arrivé l'année dernière avec l'adoption donc de cette résolution sur l'ESS. Mais c'est vrai que bon, une résolution c'est bien, mais si on ne s'outille pas des moyens pour la mettre en œuvre, bon, il y a peu d'intérêt, on va dire. Donc on a enchaîné en fait en novembre de l'année dernière avec l'adoption d'un plan d'action par notre conseil d'administration et d'une stratégie pour justement mettre en œuvre cette résolution sur l'ESS. Et donc cette stratégie, ce plan d'action ont trois objectifs en fait. Le premier est de mieux faire comprendre en fait les besoins et les réalités de l'ESS et du travail décent. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, c'est un travail, plus de travaux de recherche, en fait. Parce que comme ma collègue l'a dit, même si on parle beaucoup de ESS, il y a quand même une méconnaissance de ce concept-là par rapport à plusieurs éléments. Donc, l'idée, en fait, c'est d'encourager les travaux de recherche par rapport à l'ESS et le travail décent. Mais également, en termes de statistiques, ça a été aussi abordé. Il est difficile voilà, de promouvoir quelque chose qu'on ne peut pas quantifier également. Donc, le plan d'action et la stratégie vont encourager justement
des travaux en matière de statistiques sur l'ESS. Le dernier élément de cet objectif-là, en fait, c'est une meilleure gestion aussi des connaissances dans ce domaine-là. Donc maintenant, le deuxième objectif tient en fait à renforcer en fait les capacités de promouvoir l'ESS. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là en fait de renforcer les capacités de certains demandants. Donc d'abord les décideurs politiques pour créer un environnement favorable à l'ESS. Donc ça passe par des lois justement sur l'ESS, mais également donc, renforcer les capacités des mandants de l'OIT donc, en matière des partenaires sociaux. Donc j'entends par là les structures syndicales et patronales pour favoriser de meilleures relations entre les partenaires sociaux et les structures de l'ESS, et également renforcer les structures de l'ESS elles-mêmes, bien évidemment. Et un dernier objectif qui a aussi été mentionné, donc en termes d'offres d'enseignement public. Là aussi, je pense que quand on parle voilà, de jeunesse et d'ESS, ça passe par une meilleure inclusion de l'ESS dans l'enseignement public. Donc le troisième objectif, et celui-là aussi va dans droite ligne de ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est une meilleure cohérence en fait sur les actions relatives à l'ESS. Donc là, on entend par là une meilleure connaissance en interne au sein de l'OIT, parce que comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés, je ne sais pas comment les interprètes vont traduire ça. Donc l'idée c'est de commencer en interne même au sein de l'organisation pour mieux coordonner en fait les différentes activités qui sont liées à l'ESS. Ensuite, une meilleure cohérence au sein du système des Nations Unies également, parce que beaucoup d'agences et de plus en plus d'agences vont travailler cette thématique-là. Donc l'idée c'est au sein du système des Nations Unies de nous coordonner également aussi. Et une aussi cohérence et une coordination avec d'autres acteurs justement dans ce domaine-là au niveau international, comme les structures, les institutions financières internationales et les autres partenaires du développement. Et au sein de ces derniers objectifs, en fait, on a fixé 5 secteurs qui sont, on va dire, focus. Le premier, c'est justement la transition de l'informel au formel. Donc ça, c'est un élément qui a été retenu pour que voilà, on augmente en fait notre travail dans ce domaine-là. Le deuxième, sur l'économie du soin. On le sait, il y a suite à la pandémie, notamment, il y a un plus grand intérêt dans ce domaine-là. Donc l'idée, c'est de voilà, mettre en avant le rôle de l'ESS dans cette économie-là. Ensuite, dans les chaînes d'approvisionnement et le travail décent, là aussi, il y a beaucoup à dire par rapport aux implications en termes de principes et droits fondamentaux. Et donc, on pense que l'ESS a un rôle à jouer là-dedans aussi. Un autre secteur clé est dans les pays en situation de crise et de pré-crise. Et là, on pourra en parler. L'OIT travaille déjà avec les entités de l'ESS sur cette thématique-là. Et le dernier tient lieu de... Ah, je crois que je vous ai tout dit, en fait. Donc l'idée, c'est de favoriser donc, une cohérence, comme ça a été dit, mais également voilà, d'encourager les partenaires avec qui on travaille sur justement cette thématique-là de l'ESS, parce que, oui, encore une fois, beaucoup voilà, a été fait jusqu'à maintenant, mais encore beaucoup reste à faire. Et je pense qu'il y a tout un travail qui doit être fait au sein justement des différents acteurs, et je pense que le défi va être là en fait, d'arriver un peu à coordonner nos efforts et de tracer une feuille de route qui permettra justement d'utiliser l'ESS à son plein potentiel. Et je pense que je vais m'arrêter là avant d'avoir un carton rouge. Merci. 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 Et on voit bien la cohérence entre ce que tu viens de dire et ce que disait Chantaline tout à l'heure. On voit bien que ce ne sont pas simplement des chemins parallèles, mais surtout des chemins convergents. Je crois que c'est un des résultats de la résolution de l'ONU, c'est de favoriser toutes ces convergences qu'on évoquait au début. Alors, M. Sabelo Mobzaki n'est pas là, il devait représenter l'Union africaine. Je dis juste un mot ou deux, c'est que nous suivrons quand même ce que disaient nos amis de votre continent hier soir. Il faut suivre ce que fera l'Union africaine, notamment le programme NEPAD, puisqu'il s'agit de développement, et comment ce programme pourra intégrer plus encore qu'aujourd'hui l'économie sociale et solidaire dans ses actions, et donc pourra jouer un rôle de soutien et d'aide à la création d'emplois sous forme d'économie sociale et solidaire. Mais je passe la parole à Denis, qui va présenter l'oratrice suivante. Merci Thierry. Et je voudrais passer la parole maintenant à Sifa Tchiogué, qui est la directrice générale Afrique de l'Alliance coopérative internationale et qui va nous parler de l'action de terrain que les coopératives peuvent faire aujourd'hui dans le cadre des différentes déclarations qui ont été faites par les institutions internationales. Mais donc le rôle important des actions de terrain que peuvent faire l'ACI, les coopératives au niveau africain. Merci Sifa de ta présence.
Yeah. Thank you very much, Dennis. I would like first and foremost to thank the organizers for inviting us, that is the International Cooperative Alliance Global, but also the International Cooperative Alliance Africa. As you have heard, my name is Archioge Sifa. I'm the Regional Director for the International Cooperative Alliance. Please allow me first to just introduce my organization in the next 1 minute or so before I could respond to the question. The International Cooperative Alliance was formed in 1895, so we are a century and a half, about a century and a half old, quite old. We do represent cooperatives. We are in 112 countries with a membership of 318 cooperative organizations, which in turn represent 3 million cooperative enterprises. In terms of job creations, we have created more than 280 million jobs. And in terms of turnover, we have been having problem being able to give the annual turnover for all the cooperatives, those worldwide. However, looking at the biggest or largest cooperatives in the world, we talk about the 300 largest with an annual turnover of more than 2 trillion USDs per annum. In terms of offices, our headquarters is based in Brussels with 4 regional offices. The Americas headquartered in Costa Rica, Asia Pacific headquartered in New Delhi, European office, that is Eurocorp, headquartered in Brussels as well, and the African office headquartered in Nairobi, and that is where I am based. In terms now of what we do, and that somehow already starts speaking to the response or the question that Dennis had asked, we do unite all cooperatives, so we are the global voice of all the cooperatives worldwide. We represent to them through other government agencies, UN, and the like, the World Bank, among others. So we are the custodian of the cooperative principles and values. We also do promote and the cooperative business model, and this we have been doing it together with other UN agencies under the COPAC, namely the ILO, the UNDSA, and the other like-minded organizations. We also do cooperative development in so many other ways, as I will elaborate on that later on. We do also advocacy research, and under research, I have just talked about a few statistics. We do that together with UREX, and we usually have an annual edition of how we are faring in various sectors. So we do encourage quite a number of us here to be providing the information. Now, in terms of how do we advance the cooperative model, remember cooperative is part and parcel of the social and solidarity economy enterprises. So basically, in terms of the resolution which has just been approved by the United Nations. We did work together with other UN agencies, first at that level, but also we do advocacy with government, the various governments in the respective countries, be it Africa, Asia, Europe, or Americas, to make sure that as they go to represent their countries, also they do represent the cooperative in those countries and make sure that the cooperative agenda
and by large, the social and solidarity economy enterprise voice is also heard. So like I said, we did that. Now in terms, how should we then implement the resolution? We are already in the far front. Like I've said, we do participate, or rather to the preparations of the G20, B20, through our member organization in particular countries where it is being hosted. And for that, we make sure that the voice of cooperatives and also the social and the solidarity economy by large is also heard. At UN level, I have already said, so we do quite a lot of work and the lobbying with the ILO, the UNDSA, and the like, and even the FAO. In terms of African Union, we do have 2 programs with the African Union. We have been working with them on 2 fronts. First, on the social and solidarity economy policies, but also projects. And it's unfortunate that Mr. Savelo is not here. For sure, he was supposed to have elaborated more on the work we have been doing on the same. We also do work with the Pan-African parliaments, and we have a project with them on the cooperative board, Africa Cooperative Board or law. It is at a very advanced stage, and we are hoping that within the course of the year we shall be able to have it approved by the head of state. I would like also to say that in terms of governments, we do work directly with the various governments, like in the case of ICA Africa. We do have what we call the ministerial conference. Last year in October, we had the last one in Egypt, and this month in Nairobi, Kenya, we'll be having the technical committee of the ministerial conference to try and unpack the resolutions and make sure that each country represented does implement the resolution and reports back to the office. So basically, we are very keen on making sure that from the global scene to the continental scene up to the country level, we have the voice and the voice of cooperatives and for by large social and the solidarity economy heard by all. I would like also to say that in terms of moving forward, before I talk to the moving forward, I would like to link the study which was done by UNDSA with the help of the ICA Africa. There is a particular study on how to formalize informal economy through cooperatives. It's a very interesting one by UNDSA, and I would like to urge the participants to just go to the website of UNDSA and you'll find the finding of the research with our contribution. It was very important but also insightful findings, given that it was almost during the COVID period or the aftermath. Without further ado, I would like also to thank once again our sisters and brothers in the social and the solidarity economy, because we have been working together with other actors in making sure that we showcase the importance and the values of the social and solidarity economy, especially after the COVID and during these turbulent times. Thank you very much. Merci beaucoup. Vous avez dessiné beaucoup de plans d'action, de lignes d'action. Parmi elles, je retire le fait que vous avez dessiné non pas un business model classique, mais je dirais un économie sociale et objectif de développement durable business model. Et je crois que c'est évidemment un des vecteurs d'action importants. Et en vous écoutant, je me rappelais aussi ce qui s'est dit dans les 2 jours précédents, qui a été souvent évoqué à propos des actions panafricaines et plus larges, c'est le fait que, curieusement,
on parle moins de commerce équitable qu'on en a parlé à une période. Mais ont émergé, et ça, ce que vous avez dit m'y a fait repenser à l'instant, ont émergé au cours des 2 jours précédents l'idée qu'il fallait aller, je dirais, d'un commerce équitable classique à un commerce justement social et solidaire international, un vrai commerce ESS. Et plusieurs des intervenants ont parlé de plateformes interpays pour échanger, interorganisations, coopératives, mutuelles pour échanger. Je crois qu'il faut avoir une vue plus profonde, je dirais, de ça, plus articulée encore, et accepter de le faire aussi au niveau international, ce qui est un nouveau défi, mais qui me semble fondamental par rapport aux enjeux que nous connaissons et qui démontrera aussi justement que l'économie sociale et solidaire a cette fonction que certains pensaient être seuls à détenir avant, mais avec des valeurs, si on peut appeler ça des valeurs, qui n'étaient pas tout à fait les nôtres. Voilà ce que je voulais dire. Alors je voudrais maintenant interroger, si j'ose dire, si je me le permets, parce que je la connais depuis très longtemps, elle venait toujours aux rencontres du Mont Blanc et au Forum, Antonella Noia, qui est directrice de l'unité sur l'économie sociale et l'innovation à l'OCDE, et qui n'a cessé d'apporter des idées nouvelles et de porter la résolution de l'OCDE. Alors, elle m'a dit qu'ils étaient en train de constituer un groupe d'experts sur l'économie sociale et solidaire, et donc ce serait intéressant pour nous de savoir qu'est-ce qu'ils espèrent produire, justement, et qu'est-ce que, finalement, la résolution OCDE pousse à faire. Viens ici. Bonjour tout le monde, merci d'être là, merci Thierry pour les mots gentils d'introduction. Et je voulais, avant de répondre à ta question, je voulais vous dire combien ce forum m'a inspiré. Et après avoir écouté la vision des différents ministres, des différents maires, et en particulier ici sur le continent africain, je pense vraiment que l'économie sociale dans ce continent est promise à un bel avenir, un bel avenir. Et je pense et j'espère que les travaux international du travail de la Commission européenne, qui n'est pas présente parmi nous, mais qui a été la première à faire un plan d'action de l'économie sociale et solidaire, pourra justement offrir mondialement, c'est ça, mondialement des outils pour vous. Alors, Denis le rappelait tout à l'heure, les constellations ont bien travaillé ce 10 juin 2022. On ne s'était pas mis d'accord avec les BIT, c'était vraiment l'hasard du calendrier qui témoigne justement d'une effervescence autour de l'économie sociale qui n'était pas possible d'ignorer. Au niveau des organisations internationales et qui augure aussi du fait que nous continuerons à travailler. Ce sont les discussions que l'on a déjà, et si on veut faire un jeu de mots, je pense qu'à nous trois et à nous quatre avec la Commission européenne, on a assuré une couverture mondiale de l'économie sociale et pour certains pays qui appartiennent à nos trois organisations, une couverture mondiale renforcée pour permettre au gouvernement justement d'avoir un outillage. Alors, la recommandation de l'OCDE fournit un cadre politique d'action qui se base sur 9 piliers. Et ces 9 piliers sont des choses très concrètes, sont des domaines d'action politique qui représentent
l'écosystème des politiques publiques et qui vont les cadres légaux, les cadres institutionnels, l'accès au marché, l'accès aux finances, les mesures d'impact social, etc., etc. Et donc, ce qui m'est important de souligner, et je pense que c'était le cas aussi pour mes collègues dans les autres organisations internationales, ces cadres qui existent ne sont pas le résultat de notre pensée à nous, dans notre coin. Elles ont été élaborées, en tout cas c'est le cas pour l'OCDE, avec des consultations continues avec les gouvernements et dans le cas de l'OCDE, aussi avec des acteurs de l'économie sociale, parce qu'on voulait vraiment aussi comprendre quels étaient leurs besoins, parce que dans le long travail qu'on a mené à l'OCDE, en travaillant souvent directement avec les pays dans le cadre d'analyse pays, on s'est rendu compte parfois qu'il y avait des différences de perception sur la validité de quelques politiques. Et donc on a voulu vraiment essayer d'avoir le cadre complet pour essayer de mettre sur place quelque chose qui serait vraiment utile. Donc cette recommandation existe maintenant, elle est là, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il ne faut pas que ça soit l'énième document que l'on remet après en belle montre dans une bibliothèque, il faut la faire vivre. Et c'est la raison pour laquelle, comme Thierry le disait, à la demande du gouvernement français, on a créé ce groupe informel d'experts. Ce groupe informel d'experts a été donc demandé par la ministre, la secrétaire d'État française, Madame Schiappa, avec un but très précis. L'OCDE devra, au plus tard dans 4 ans, faire un rapport au Conseil des ministres de l'OCDE qui a approuvé la recommandation qui a été adoptée par tous les pays de l'OCDE, 38 plus 6 pays, et ça fait 44. Et je crois, Chantal, que tu disais hier un chiffre à peu près équivalent. Je crois que vous avez eu 43 États. Voilà. Voilà. Donc, l'OCDE doit faire un rapport dans 4 ans pour montrer quel est le niveau de mise en œuvre de cette recommandation. Et donc, pour la préparation de ce rapport, on est en train de construire une boîte à outils qui permettra de fournir une guidance encore plus détaillée. Quand vous irez regarder la recommandation, vous verrez que pour chaque pilier, il y a quelques principes qui pourraient inspirer les pays et les acteurs. Et donc, les pays nous ont demandé de donner une guidance encore plus raffinée. Et on va le faire en essayant de mettre ensemble justement une boîte à outils qui soit inspirante, qui recueille des bons exemples de politiques. Donc, l'ambition de ce groupe est celle de fournir, d'offrir un réseau assez stable d'expertise. C'est aussi nous aider à monitorer les différents développements dans les pays membres pour pouvoir être toujours à l'affût de ce qui se passe dans le pays et pouvoir partager cette expertise parmi les pays. Comment il est composé ce groupe? Pour l'instant, sur les 44 pays qui ont adhéré ou adopté la recommandation, il y a une vingtaine de pays qui se sont engagés dans ce groupe. Mais nous espérons, nous travaillons pour augmenter ce numéro. Et les représentants sont des représentants des gouvernements, c'est-à-dire ces 20 gouvernements ont désigné les représentants dans ce groupe. Réunion il y a quelques jours, en début de semaine, et on a eu 2 heures d'échanges très intenses sur leurs priorités et sur comment ils pensent qu'ils veulent, elles peuvent s'engager pour nous aider à mettre sur place cette boîte à outils que le gouvernement pourront donc après utiliser
pour travailler sur l'écosystème de politique publique. Le groupe se réunira dans l'espace du prochain biennium au moins 4 fois, mais plus si les gouvernements en font la demande. Il est coprésidé par l'OCDE, naturellement, et en ce moment par la France, qui en a suggéré la création, mais il y aura après une présidence tournante. Donc d'autres pays pourront être intéressés à prendre la leadership. Et donc, on a fait un petit sondage pour essayer de comprendre quelles étaient les attentes des pays quant à une action concrète et à une utilisation concrète de ce groupe. Et la très grande majorité, 80% des représentants du gouvernement nous ont dit qu'ils veulent utiliser ce groupe vraiment comme une plateforme d'échange sur l'économie sociale et solidaire, comme un moment, un espace pour monitorer les développements, mais tout cela de manière très concrète. On ne part pas ici d'un groupe de réflexion déconnecté. C'est vraiment dans le but de mettre en œuvre cette recommandation et d'aider l'OCDE à comprendre comment faciliter sa mise en œuvre. Et quant aux questions concrètes, parce que ça répond aussi un peu à ta question, quelle est la nouveauté et qu'est-ce qu'on va faire effectivement, je pense que la nouveauté, c'est justement de créer un espace dédié à l'économie sociale dans l'enceinte de l'OCDE et de commencer à réfléchir sur les sujets qui nous ont été indiqués comme prioritaires par les pays. Et par exemple, par ces sujets, vous n'en serez pas étonnés, en tout cas moi je ne l'étais pas, en premier arrive la question de la mesure de l'impact social. Et comme quelqu'un d'entre vous le disait aussi auparavant, je pense que l'une des ambitions de nos respectives recommandations, résolutions, etc., c'était vraiment de mettre l'accent sur l'existence de l'économie sociale, sur donner sa visibilité. Et les mesures d'impact social sont aussi une manière un instrument de renforcer la visibilité à travers la mesure, certes, mais c'est vraiment un phare, un projecteur qu'on met sur le secteur. Après, bien évidemment, on nous demande une guidance un peu plus raffinée sur les questions d'accès au marché, sur la data. Beaucoup de gouvernements, pendant la réunion, nous ont parlé du besoin d'avoir de la data sur l'économie sociale parce qu'il n'y en a pas assez. Et après, bien évidemment, l'accès aux finances, l'innovation sociale, parce que la recommandation de l'OCDE porte sur l'économie sociale solidaire et l'innovation sociale. Et parce qu'on s'est aussi, et ça nous ramène à la question de la définition, il est essentiel d'avoir une définition, de baliser un champ. Mais nous, on s'est rendu compte, et je suis sûre que c'est le même constat pour vous aussi, qu'il y a une énorme diversité, que même à l'intérieur d'un pays, parfois, il y a des résonances différentes. Donc, voilà, on espère que ce travail puisse aussi faire avancer cette réflexion. Et je terminerai en disant que sur les questions, sur les tendances, les pays participent à ce groupe informel de travail, nous demandent de les accompagner dans la réflexion et dans l'action politique sur l'économie sociale et la transition verte, l'économie sociale et l'économie circulaire, l'internationalisation de l'économie sociale, la digitalisation, l'économie du care, les relations entre économie sociale et emploi et le changement d'échelle de l'économie sociale. Voilà, je m'arrête ici et j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci Antonella, tu as effectivement mieux fait que répondre à ma question.
Et évidemment, on peut être que frappé par ce que tu as dit en faisant référence aux intervenantes et intervenants précédents, et ça vaut pour celui qui va suivre tout de suite, c'est la couverture mondiale de l'économie sociale et solidaire. Cette notion de couverture mondiale, je crois, va rester et surtout se développer. Bien entendu, ce qui me frappe aussi, c'est ce que vous annoncez, Chantaline, toi et les autres, c'est-à-dire finalement un rythme de réunion pour suivre ce qui est engagé, pour le mesurer et pour aller plus loin. Et je crois que c'est tout à fait important. Alors, je crois qu'il faut qu'il y ait des sortes de sommets de l'économie sociale et solidaire qui ne se réunissent pas seulement tous les 20 ans, comme c'est le cas pour le sommet des villes, qui est un sommet énorme auquel nous avons participé, parce que, je le signale au passage, ce sommet ne se réunissant pas souvent, nous étions arrivés avec le forum à ce que le sommet des villes de Quito intègre l'économie sociale et solidaire comme un partenaire naturel des villes. Avant juste de passer la parole à l'ami Denis, je voudrais vous signaler que nous avons droit à une séance de questions, donc j'espère qu'il y a des micros dans la salle, et donc je me repasse la parole à l'ami Denis. Très rapidement, les micros porteurs ne fonctionnent pas pour le moment. Donc c'était pour introduire les propos d'Alain Coher. Alain Coher a une triple qualité aujourd'hui, il en a d'autres, mais il représente le mouvement mutualiste de santé depuis de nombreuses années. Il est président de ESS Forum International et il est membre du Comité économique et social européen. Donc il porte la voix aussi ce matin des institutions européennes. Et dans ce cadre, il y a eu diverses interventions importantes qui ont été prises. Et je pense qu'Alain voudra présenter une vision plus politique des interventions relatives aux propos de ce matin. Et donc, pour ce propos politique qui va venir, je vous demande de le saluer. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et en vos grades et qualités, je remercie effectivement les organisateurs de ce forum pour l'excellente qualité des travaux qui nous ont conduits jusqu'à présent. Je représente effectivement les institutions européennes et le Comité économique et social européen, qui est une des institutions dans la complexité européenne législative. Et j'ai été président jusqu'à il y a encore une semaine et actuellement vice-président de la commission chargée du marché intérieur, producteurs et consommateurs et en charge de l'économie sociale. Le comité fonctionne effectivement avec trois grandes branches. Ce sont les employeurs, le représentant des entreprises, les syndicats et la société civile. Dans ce cadre, je représente la société civile. Mais je vais vous parler d'économie sociale et aussi parler effectivement du rapport qui existe, du rapport de force qui existe avec le monde des entreprises, parce que c'est bien sur celui-là qu'on se penche également aujourd'hui. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'économie sociale ne peut ni négliger, ni faire l'impasse sur la nécessité de se poser la question de son programme politique et de son cadre idéologique. Et cette idée est loin d'être nouvelle. L'histoire que nous écrivons aujourd'hui est l'héritage des combats qui se sont menés depuis des années et qui voient s'affronter des conceptions différentes du fonctionnement et de l'organisation de nos sociétés. Et je ne peux pas résister à vous donner deux éclairages historiques. Le premier, c'est 1866. Pour montrer aussi que l'économie sociale, c'est une longue tradition. Je cite, « Nous reconnaissons le travail coopératif comme une des forces transformatrices de l'actuelle société. Son grand mérite est de montrer pratiquement que le système actuel de subordination du travail au capital peut être supplanté par l'association de producteurs libres et égaux. Le système coopératif, restreint aux formes minuscules issu des efforts individuels des esclaves salariés, est impuissant à transformer par lui-même la société capitaliste. Pour convertir la production sociale en un large et harmonieux système de travail coopératif, il faut des changements dans les conditions générales de la société,
qui ne peuvent être réalisées que par le moyen de la puissance organisée de la société, le pouvoir d'État arraché des mains des capitalistes et des propriétaires fonciers et transféré aux mains des producteurs eux-mêmes. Cette phrase, c'est Karl Marx. La deuxième citation que je vais vous faire, nous sommes en 1998. Tant que les coopératives évolueront dans le cadre capitaliste de marché, où elles seront en compétition avec des entreprises capitalistes, elles devront suivre le mouvement et s'adapter aux évolutions du capitalisme. Elles seront donc toujours rattrapées par ce cadre d'un côté ou de l'autre, soit en acceptant de s'adapter à l'économie de marché, soit en laissant les pouvoirs à une bureaucratie qui finira par adopter les principes capitalistes, ou soit en restant sous le contrôle des travailleurs ou des coopérateurs, en risquant d'être engloutis dans un monde dur de concurrence. L'économie sociale se trouve sur le fil du rasoir. Si la coopération et la mutualisation sont indispensables à son développement et au soutien populaire qu'elle peut mobiliser, l'économie sociale ne peut se développer largement qu'en s'adressant directement à la question du pouvoir. Je citais Rosa Luxembourg. Depuis l'époque de Marx ou de Luxembourg, le système coopératif s'est développé plusieurs fois, jusqu'à gérer des parts importantes de la société, sans jamais être capable à lui tout seul de remettre en question fondamentalement le système capitaliste. Or, le capitalisme s'est fondamentalement développé depuis l'analyse de Marx. Les inégalités n'ont jamais été aussi grandes, les multinationales sont partout, et le monde entier est aujourd'hui un terrain d'investissement pour le capital. Tout projet de société doit donc poser la question du politique pour dépasser les limites fixées par le cadre capitaliste. Car la force du système dans lequel nous sommes, c'est bien de verrouiller toute idée que la société pourrait fonctionner autrement. L'emprisme du dogme capitalisme et néolibéral est lourd de conséquences. Il a conduit aux politiques d'austérité, à la privatisation des services autrefois publics sans réelle plus-value collective, à un mode de vie consumériste qui prône l'individualisme, a conduit récemment à l'émergence des plateformes numériques privées, disruptives, nouvelles formes de capitalisme sauvage dans l'exercice d'une activité ou d'un emploi, à la crise climatique, environnementale, aux catastrophes naturelles qui en découlent, aux guerres, la montée des dynamiques nationalistes et identitaires, à la misère et au chômage, sans jamais se remettre en cause. Si l'économie sociale reste encore marginale, ne soyons pas dupes. Dans certains pays en Europe, l'économie sociale, c'est 10% du produit intérieur brut. Dans certains pays, c'est 1%. Ce n'est pas ça qui va faire changer le monde aujourd'hui. C'est bien parce que la majorité du monde politique ce problème, il est loin d'être nouveau. Il y a quelques années, je vais ne prendre qu'un exemple. Dans la lutte contre les chlorofluorocarbones, c'était ce qui détruisait la couche d'ozone il y a une trentaine d'années. Cette lutte n'a été possible que parce qu'une technologie de remplacement existait. Sinon, continuez, ne vous inquiétez pas. Et que la produire permettait d'alimenter les profits des firmes privées. Et cela non pas en faisant payer les entreprises polluantes, qui auraient pu utiliser leurs profits pour cette transition, mais en utilisant principalement l'argent public et donc en augmentant la dette publique. Mais la gravité des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, ce n'est pas la disparition de la couche d'ozone, c'est comment sortir du capitalisme et se détourner des profits pour planifier notre production dans l'intérêt de la planète et des populations du monde entier. La volonté de sortir l'économie sociale de la marginalité sera un combat sans relâche pour notre existence. Mais ne nous leurrons pas, le système capitaliste va mettre l'économie sociale et solidaire sous une pression énorme. Nous allons devoir fournir plus de justifications, plus d'obligations, de standardisation, plus de mesures d'impact, tout en encourageant l'innovation, qui pourrait être récupérée si celle-ci s'avère rentable. L'économie sociale ne pourra devenir un système dominant qu'à condition de s'attaquer sérieusement au système capitaliste et l'empêcher de nuire. Des mesures d'aménagement nous seront certainement proposées et négociées avec les décideurs politiques, mais nous devrons passer par la reconstruction d'un rapport de force. Car qui contrôle le financement et la gestion de l'économie contrôle le devenir de la société. Cet enjeu est donc bien celui du pouvoir et de la lutte pour celui-ci.
Ne nous laissons pas imposer notre cadre de fonctionnement, notre cadre d'évaluation. Ne nous laissons pas séduire pour assurer notre développement par des financements privés issus de la philanthropie ou de certaines fondations issues des grandes entreprises. Malgré notre ambition de proposer une alternative, nous resterons encore un certain temps inscrits dans l'économie capitaliste. Nous resterons soumis aux règles de la concurrence et à ses logiques de marché, et donc à une certaine forme de domination idéologique. Les entreprises et organisations de l'économie sociale et solidaire peuvent se reconnaître et s'unir via leur statut, leurs pratiques, leurs objectifs. Être un mouvement social, une force politique, exige de constituer un ensemble unique au-delà de nos différences, parfois corporatistes, afin de porter haut notre vision commune de l'intérêt général. Femmes et hommes de l'économie sociale et solidaire, nous œuvrons à l'émergence de cette voie, de ces voies économiques différentes, qui promeuvent un modèle plus transparent, plus durable et en somme plus responsable. Nous défendons l'impératif d'un autre modèle économique, plaide pour la diffusion la plus vaste possible de tous les principes, tous les atouts et toutes les composantes de l'économie sociale et solidaire. L'ESS joue un rôle dans la production, la distribution, la consommation des biens et des services nécessaires à la vie quotidienne, mais elle les réconcilie avec l'intérêt collectif, la cohésion territoriale. Dans une ère d'urgence économique, écologique et sociale, l'économie sociale et solidaire est en mesure de s'imposer, de se développer et de transformer l'économie dominante. À travers notre économie sociale, nous démontrons que les entreprises peuvent être gérées démocratiquement, de manière solidaire et en suivant l'intérêt général, sans actionnariat spéculatif. Nous développons des pratiques économiques solidaires, inclusives et citoyennes, qui sont les clés d'un monde plus juste, qui remet l'humain et les écosystèmes en son centre. Nous devons maintenant nous employer à élargir l'agenda social et solidaire à l'échelle internationale afin d'initier une modernisation alternative, exigeant un développement durable de nos sociétés. Le financement de cette transition est crucial au diapason de la stratégie des objectifs du développement durable développés par les Nations Unies pour l'horizon 2030 et de sa résolution, aux conclusions de l'OIT qui vient d'être présentées, aux recommandations de l'OCDE et au plan d'action de l'Union européenne. Je souhaiterais vous prendre à témoin, tous les membres ici de cette Assemblée et les panélistes présents. L'ONU avait fixé les objectifs du millénaire pour 2015. Pas tous été atteints, mais ils ont montré la voie. Ensuite, la relève a été prise à travers les feuilles de route des ODD 2030. Moi, je vous propose de faire en sorte que l'économie sociale et solidaire représente 50% du PIB des États en 2050. 50% du PIB en 2050. Retenez cet objectif et regardez où nous en sommes aujourd'hui. C'est un objectif mobilisateur qui cadrera la mobilisation de nos énergies humaines et financières. Et je vous demande déjà d'inscrire cet objectif dans la résolution de l'ONU et dans l'évaluation qui sera faite en 2025. Je vous remercie. Discours bien engagé, engageant, mobilisateur de notre ami Alain Coher. Un grand merci de cette conclusion de travaux. Après ce forum que je voudrais saluer avec la secrétaire générale du GICEF devant moi, devant vous toutes et tous qui avez participé à ces travaux durant 6 jours en fait, qui ont été mobilisateurs également, qui ont permis de revenir dans nos pays respectifs avec un ensemble de nouveaux éléments d'information, de réalités de terrain qui nous ont été soumis et d'envisager des perspectives plus positives. Je voudrais terminer cette table ronde en remerciant évidemment d'abord Thierry Jantet qui a présenté avec moi cette table ronde et tous les participantes et participants à cette table ronde en vous disant que quelques mots
au nom du think tank pour la solidarité qui vient de publier une étude sur ESS et Afrique. D'abord, après avoir entendu tous les représentants des organisations internationales maintenant, on peut dire que après les crises économiques, sociales, environnementales, sanitaires que nous avons connues ces dernières années, on a donné lieu aujourd'hui à un nouveau paradigme mondial. Nous venons d'en entendre encore les différents éléments dans lesquels l'ESS a un rôle essentiel à jouer. Et cela vaut pour tous les continents, mais cela résonne particulièrement pour l'Afrique. Et les organisations que vous représentez aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'ont bien compris en mettant l'économie sociale et solidaire dans les agendas respectifs et en faisant en sorte que vos institutions respectives adoptent des plans, des recommandations, une définition universelle pour aboutir à une résolution universelle, sans oublier la stratégie de l'Union africaine qui a été rappelée tout à l'heure à cette tribune. Comment peut-on envisager une suite qui ne soit pas une espèce de cacophonie d'actions menées sans concertation? On peut dire que la tenue de ce forum et la conclusion de ce forum pourrait être le fondement d'une action commune. Une action commune qui a été appelée par les différents intervenantes et intervenants de ce matin, en tout cas pour ce qui est des stratégies globales et concertées. Quelles actions avons-nous besoin au sortir de ce forum pour dire qu'en 2030, au moment des ODD, de l'objectif des ODD, qui a été souligné par le maire de Dakar de manière importante durant les deux discours qu'il a faits, je trouve que c'est un élément important de ce forum, c'est de s'inscrire aussi dans cette perspective 2030, avant bien entendu demain de s'inscrire dans la perspective 2050 rappelée par Alain avec un objectif particulier. Et donc, pour dire qu'en 2030, l'ESS a permis de sortir des populations de la pauvreté, a permis de donner du travail, de l'espoir à des jeunes, a permis aux femmes de devenir indépendantes en développant leur esprit d'entrepreneuriat et aux familles de pouvoir se soigner et envoyer leurs enfants à l'école. Femmes et jeunes ont été des éléments fondateurs de ce forum. Je crois que c'est important de rappeler aussi au niveau des interventions des organisations internationales que les femmes et les jeunes sont des éléments centraux des perspectives devant nous. Alors, avec le momentum dont bénéficie l'économie sociale et solidaire, cet alignement de planète dont nous avons parlé à quelques reprises, par ce qui a été démontré dans cette période de crise que nous avons traversée, ne serait-ce pas le moment d'aller vers la concrétisation d'un nouvel ordre socio-économique? Est-on d'accord pour le dire que l'on ne peut pas continuer avec le business as usual et que l'économie sociale et solidaire est la véritable voie pour un développement économique, social, environnemental que les citoyens et les citoyennes attendent? Et si oui, mesdames et messieurs, chers amis de l'économie sociale et solidaire, je vous pose la question, je nous pose la question. Que faut-il faire chacun et chacune à nos niveaux pour y parvenir? Posons-nous la question et répondons-y surtout. Les actions ne sont possibles et objectivement réalisables sans les cadres réglementaires et effectifs qui le permettent. Nous le voyons bien au niveau international, mais nous le voyons bien dans les pays où ce cadre est présent et fonctionnel. Il y a un foisonnement alors d'initiatives qui permettent aux populations, aux citoyens et aux citoyennes d'en bénéficier en leur donnant un statut avec des droits et des avantages. Et l'exemple du Sénégal est important avec la nouvelle loi de 2021 qui a permis de donner un cadre réglementaire tout à fait important avec un foisonnement de nouvelles initiatives qui ont été prises. On peut féliciter le Sénégal de cet élément-là. Je donne l'exemple du Sénégal puisque nous sommes dans ce beau et grand pays. Mais nous pourrons parler aussi de l'Espagne qui accueillera la présidence européenne dans quelques mois avec une conférence sur l'économie sociale en novembre. Alors, un dernier élément que je voudrais rappeler avant un mot de conclusion, c'est l'enjeu du financement dont nous avons parlé à quelques moments ce matin. La résolution de l'ONU encourage les institutions multilatérales et financières à soutenir les initiatives de l'économie sociale et solidaire.
cela ne requiert-il pas également de penser à de nouveaux mécanismes et instruments de financement plus adaptés à l'économie sociale et solidaire et aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, notamment de l'économie informelle? On l'a entendu à plusieurs reprises durant ces quelques jours et je voudrais insister sur cet élément-là. Nous devons avoir de l'innovation en matière de financement, appelons-le de nos voeux, mais aussi de nos réalisations. Terminer, qu'est-ce que l'Afrique peut nous apprendre en termes d'économie sociale à chacune de nos institutions? Quelles initiatives peut-on répliquer? Comment peut-on permettre de multiplier les échanges et bonnes pratiques, en lien avec le financement aussi? Qu'est-ce que les différents continents vont pouvoir apporter? La prochaine conférence à Bordeaux du Forum international pourront donner lieu à de nouvelles avancées. Chers amis, oui, un autre monde est possible, basé sur une transition juste. Mettons-le en place, toutes et tous ensemble, sans attendre, pour la solidarité internationale. Je remercie les représentants des institutions internationales présents ici et vous remercie aussi pour les actions qui sont menées sur le terrain. Nous ouvrons une séquence de questions. Alors, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser des questions. Je vois que Michel déjà a une question devant, au deuxième rang. Est-ce qu'il y a des micros qui circulent? Ah, voilà. Merci Thierry. Vous m'entendez? Oui. Question, hein, question ou... Ça va être une question-remarque, Thierry. Comme ça a été souligné, en particulier par Chantal Lynn et par toi-même, Thierry, on va passer d'une phase qui était une phase de plaidoyer pour la visibilité politique de l'économie sociale et solidaire vers une phase qui est beaucoup plus active de mise en œuvre. Et dans cette phase-là, l'impact social me paraît absolument essentiel parce que les gouvernements doivent être convaincus. Et pour être convaincus, ils doivent comprendre que derrière l'économie sociale et solidaire, il y a des impacts qui sont soit sociaux, soit environnementaux, soit sociétaux d'une façon générale. Donc il y a un enjeu qui est... Question. Celui-ci, et il y a aussi un autre enjeu qui est le fait que les grandes boîtes de consultants vont chercher à fournir un certain nombre de méthodes sur l'impact, sur la mesure d'impact. Dans le cadre du plan européen de l'économie sociale et solidaire, on a une ambition très forte qui est d'avoir une seule méthode de mesure de l'impact social. Donc, je pense qu'il est très important pour les conclusions du Forum de Dakar de mentionner le fait que l'impact social doit être une priorité pour l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors peut-être, pour répondre à ta question, excuse-moi, c'était plus une remarque. Et on attend ta question. Je pense que Antonella, qui est impliquée, qui a, au travers de l'OCDE, une grande expérience pour la mesure d'impact, peut-être nous expliquer ce que fait l'OCDE, d'ailleurs en coopération avec la Commission européenne, qui malheureusement n'est pas présente. Bon, on va passer la parole à Antonella et peut-être à Chantal Lynn sur ces questions d'impact, de mesure d'impact. Peut-être s'il faut venir ici, si à moins que les micro-remarques, je ne sais pas. Oui. Merci Michel, je suis absolument d'accord avec toi. Et comme je le disais tout à l'heure, toujours, surtout de la part des acteurs de terrain, une appréhension un peu par rapport aux questions liées en mesure d'impact social, pour des raisons qui sont vraies et fausses en même temps. C'est vrai que souvent, les mesures d'impact social viennent avec des lourdeurs, viennent avec un besoin des capacités que peut-être toutes les organisations n'ont pas. Mais il ne faut pas oublier que la mesure de l'impact social permet de cerner la vraie nature et la vraie contribution justement des entités d'économie sociale. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir une mesure d'impact universelle? On y réfléchit ensemble depuis bien d'années, on a publié des choses ensemble et
encore en coopération avec la Commission européenne. Nous, on a lancé il y a quelques mois, dans le cadre d'un travail très important de la Commission, d'un projet qui s'appelle l'Action globale pour la promotion des écosystèmes d'économie sociale, on a lancé une guidance internationale autour de ça. Et qui est qui est l'aboutissement d'une réflexion et qui mène à dire qu'il faut qu'il y ait quand même au moins un processus qui soit un processus consistant, qui soit un processus généralisé. On va aller plus loin là et on va essayer justement de répertorier, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il y a beaucoup trop de méthodologies en matière de mesures d'impact social, mais il y en a très peu qui sont vraiment en mesure de capturer les vrais impacts de l'économie sociale. Donc on va essayer de continuer nos travaux pour essayer justement de retirer des éléments fondamentaux qui seraient susceptibles de bien parler de l'économie sociale. Et peut-être là, on peut arriver à cette suggestion d'avoir quelque chose qui soit universel. On va voir, je ne sais pas. Thierry, puisque j'ai le microphone, oui. je dis quelque chose d'important que je oubliais de dire tout à l'heure. Vas-y. Ça concerne le groupe d'experts informels qui, pour le moment, est composé seulement de représentants des gouvernements, mais les gouvernements peuvent aussi désigner des réseaux. Et donc, l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble, réseau, acteurs et gouvernement, aussi dans l'enceinte du groupe informel. Excusez-moi de l'oubli, je pensais que c'était important de le dire. Oui, à bon entendeur, salut, on dit dans ces cas-là. Chantaline. Ça marche? Là, ça remarche, oui. Non. Question. En effet, il est très important de mesurer non seulement l'impact social, mais aussi l'impact environnemental, qui sont les 3 dimensions de développement durable. Et la Task Force, et je dois le dire, la Task Force travaille selon les modalités de l'économie sociale et solidaire, collectivement, solitairement, dans la solidarité, et en participatif. Et donc, on va développer ces mesures de cette manière, avec les collègues de l'OCDE, avec les collègues de la communauté européenne et autres qui font ces travaux. On ne veut rien inventer. Mais c'est aussi, ça se met dans le cadre du rapport que la Task Force a déjà publié, qui démontre comment l'économie sociale et solidaire avance chacun des ODD, des objectifs de développement durable de l'ONU, la santé, l'éducation, la faim dans le monde, la pauvreté, chacun. Et pour ça, il faudra tourner maintenant en indicateurs. Et ce sera aussi dans le cadre de la demande du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a demandé la CNUSED, le PNUD et DESA de créer un rapport pour que toutes les agences de l'ONU se sont mis d'accord sur comment on mesure le Beyond GDP. Parce que tant qu'on va savoir une mesure de progrès qui est seulement l'économie, on n'y arrivera pas. Et donc, il faut mesurer les autres indicateurs. Et dans ces indicateurs, il y aura le capital humain, le capital naturel, il y aura le non-paid care, le care souvent donné par les femmes, la cohésion sociale, la solidarité, la résilience des sociétés. Et une fois qu'on commencera à mesurer le progrès de nos sociétés avec ces indicateurs, l'économie sociale et solidaire d'elle-même ressortira du lot. Et donc, on est vraiment enthousiaste de travailler avec tous les acteurs pour mesurer vraiment le progrès d'une manière que chacun de nous, citoyens, mesurons le bien-être. Merci à toutes les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une question au fond à gauche, là, à mi-hauteur de la gauche. Si on peut passer un micro. Gilles. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle? Ah, pardon, excusez-moi. Allez-y, présentez-vous. C'est pas grave. Amina Zahir, présidente d'Action Femmes des associations de quartier du Grand Casablanca, qui travaille sur l'ESS, donc
nous avons déjà intervenu dans plusieurs ateliers pour présenter notre expérience de processus d'accompagnement des femmes pour y avoir leur propre projet et activement intervenir sur et impacter aussi l'économie de notre pays. C'est très intéressant d'entendre tous les intervenants. Je tiens à remercier tous les intervenants et intervenantes et aussi par eux toutes les organisations que vous présentez. Ce que j'aimerais dire, ce n'est pas une question, plutôt qu'une conclusion qui peuvent être ajoutées à des conclusions citées par le monsieur. D'accord. Je ne me rappelle plus. Donc, nous sommes des militants de terrain. Est-ce que vous pouvez poser votre question, parce qu'on me fait remarquer qu'il est déjà 11 heures, si vous pouviez poser la question précise, ce serait gentil. D'accord. Nous sommes des militants de quartier. On développe beaucoup des pratiques où nous avons besoin vraiment d'appui des experts. Et ici, il y a la présentation de comités d'experts. Vous avez parlé de plusieurs outils développés et il va être aussi développé à l'avenir. Donc là, nous avons besoin de ces outils et aussi, vous avez besoin évidemment de les pratiques exercées dans les terrains. C'est pour cela que j'aimerais dire qu'il faut rallier les Merci, efforts madame. de deux côtés pour que nous puissions arriver à atteindre l'objectif que Alain a dit tout à l'heure de créer, d'arriver à 50% de PIB de notre pays et créer une économie sociale et solidaire plus forte. Merci, c'est plutôt une affirmation et une volonté, une demande que vous formulez et qui est très importante. Et je crois que là, alors vraiment, toutes et toutes celles qui sont là sont évidemment preneuses de cet appel que vous venez de faire. Et voilà, nous allons être obligés de clore cette séance. Il y a encore des demandes de parole, mais nous ne voulons pas retarder, le panel suivant. Alors, si vous avez une question très précise, très vite, en 2 minutes. En 2 minutes. Je m'appelle Daouda Sakho, je suis enseignant en économie et développement local à l'Université de Dakar. Par rapport à la question des objectifs qu'un des intervenants a voulu fixer en 2050, en fait, la question que je pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un déficit de solidarité par rapport justement aux entreprises et acteurs de l'économie sociale et solidaire en Europe qui, aujourd'hui, n'investissent pas dans d'autres entreprises de l'économie sociale et solidaire en Afrique. Ce sont plutôt les multinationales et autres qui font l'essentiel des investissements directs étrangers. Est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser et un objectif à fixer à ce niveau-là et à mesurer quel est justement le niveau de solidarité de ces entreprises-là en Afrique et dans les autres continents? Merci. Oui, merci. Je crois que je vais répondre directement. Il y a plusieurs questions dans votre question qui est très importante. Ça y fait penser évidemment la nécessité de renforcer l'enseignement sur l'économie sociale et solidaire, y compris l'enseignement pratique, c'est-à-dire comment on gère une entreprise ou une association ou une mutuelle de l'économie sociale et solidaire. C'est un des points que vous soulevez. Et il y a la question de comparer les expériences de façon à les faire profiter les unes des autres. Voilà, je clôt cette séance. Je ne dirai pas, comme dans le champ qu'on connaît bien en France, aux armes citoyens, mais je vous dis simplement à vos actions d'économie sociale et solidaire, chères citoyennes, chers citoyens. Merci.